publicité si vous voulez être partenaire. Donc, concernant les actualités, concernant voilà, donc on a les stades localisés, métastatiques, soit avec mutation ou sans mutation, et puis aussi des nouveautés à l'ASCO sur des nouvelles organisations, puis on finira par les projets. Concernant les stades localisés, bien sûr, avant, on envoyait le patient directement au chirurgien. Maintenant, on a besoin de faire des biopsies parce qu'on a le traitement néoadjuvant, on a des mutations qui peuvent bénéficier de thérapie ciblée après la chirurgie. Donc, on ne peut pas envoyer le patient directement au chirurgien. On a besoin d'avoir le diagnostic et d'avoir un certain nombre d'éléments. Concernant les stades localisés sans mutation oncogénique, donc on a toujours le nivolumab qui reste avec la chimiothérapie, bien sûr, qui reste le seul traitement qui a là même et le remboursement en France. Donc il est indétrônable pour l'instant et ça permet quand même une réduction de la mortalité d'environ 28%. Bien sûr, si le patient il a un PDL1 supérieur à 1%, la survie globale à 5 ans elle est beaucoup plus importante et le hasard ratio est de 0,5, c'est-à-dire une réduction de la mortalité de 50%. C'est pour ça, en France, le choix a été fait de rembourser les patients qui ont BTL1 supérieur ou égal à 1%. Deuxième élément aussi, si vous avez une réponse anatomopathologique complète, c'est-à-dire parfois, entre guillemets, on guérit les patients avec l'immunothérapie, et quand les chirurgiens opèrent, on ne trouve plus de cellules viables. Donc, ce qu'on appelle une réponse métabolique complète. Et bien, la survie à 5 ans, en fait, elle va grimper à 95% versus 56%. Donc, effectivement, il y a certaines caractéristiques. Et puis, on n'a pas parlé ici, mais effectivement, l'ADN tumoral circulant est peut-être aussi un facteur pronostic pour l'instant, pour savoir quel patient il peut bénéficier éventuellement d'une immunothérapie post-opératoire. Donc pour l'instant, on n'a que l'immunothérapie préopératoire, mais on a un certain nombre de patients qui récidivent, et cela, il y a des études en cours pour comparer le néoadjuvant versus néoadjuvant plus adjuvant. Deuxième étude concernant les thérapies ciblées. Donc on a toujours, quand on a un patient, donc on a mutation ALK, effectivement l'étude ALENA, mise à jour de l'étude ALENA, on a une amélioration de la survie sans maladie, donc DFS, amélioration importante, mais quand on regarde la survie globale, en fait, la différence elle n'est pas aussi nette, parce que chez les patients qui récidivent, le fait de reprendre une thérapie ciblée, ça permet quand même de rattraper et d'améliorer la survie. Donc c'est ça un peu la particularité de cette mutation ALK. Si on la met en post-opératoire, c'est très bien, mais la survie globale, à distance, on peut toujours rattraper s'il y a une rechute de la maladie. Concernant les stades métastatiques, on a toujours le traitement de première intention quand on a une mutation de l'EGFR qui est la plus fréquente. Avant, on avait donc l'osimertinib. Actuellement, on a osimertinib plus chimiothérapie. C'est l'étude FLORA2. Donc, c'est compliqué quand on parle de thérapie ciblée, c'est des comprimés, c'est très simple. Maintenant, malheureusement, il faut ajouter la chimiothérapie, c'est plus efficace. Et pour concilier un peu, pour aider dans les choix, on peut toujours discuter avec le patient, l'informer sur les deux options et avoir un peu son avis, son choix. Mais les études récentes montrent que l'ajout de la chimiothérapie, ça améliore la survie. Je vous donne un exemple, le cas clinique pratique. Donc un patient qui est d'origine géorgienne, chez qui on a découvert une grande masse tumorale à gauche avec une lymphangite carcinomateuse, altération d'état général. Et en Géorgie, on lui a dit rentrez chez vous, il n'y a rien à faire, vous allez mourir. Donc d'après le traducteur qui était avec lui, donc il a utilisé un peu des réseaux pour arriver en France. Donc il est arrivé avec la demande d'asile et tout. On l'a pris en urgence dans le service, tout de suite après la consultation, ce qui était très douloureux. On lui a fait la biopsie, il n'était pas fumeur, et puis il y avait une mutation rare de l'EGFR. Donc après le RCP de biologie moléculaire annoncé à l'ICL, on l'a mis sous afatinib, et je vous montre le scanner en fait qu'il a eu hier, après juste 40 jours de thérapie ciblée qui est bien tolérée, et vous avez une réponse qui n'est pas encore, il n'est pas encore guéri, mais
il a récupéré, il est sévré d'oxygène, il n'a plus de douleur, il a repris d'activité physique, il a repris son poids. Il m'a montré même ses biceps ce matin, je l'ai vu ce matin. Et donc, j'ai demandé son autorisation avec son neveu qui était avec lui de montrer son scanner, bien sûr, anonymisé. Donc, la thérapie ciblée, on peut avoir des belles histoires. Concernant la mutation ALK maintenant, mais stade métastatique, vous savez, en première ligne, on a 3 molécules qui ont la même le remboursement. L'orlatinib, très très efficace. Et puis, vous avez aussi l'alectinib et vous avez le brigatinib. On avait tendance ces dernières années, avec l'étude sur l'orlatinib, de le privilégier, notamment dans les formes agressives. Vous avez la mise à jour de l'étude de Alex concernant l'alectinib. Et vous avez une réévaluation à 84 mois, donc presque à 7 ans. Et on voit que l'alectinib est toujours très efficace en termes de la survie globale. Donc l'alectinib, il reste dans la course. Je vous montre pareil un cas clinique sur la force. On annonce ces mauvaises nouvelles aux patients, mais quand on trouve une mutation ALK, entre guillemets, on a un peu plus d'espoir. Je vous montre l'exemple d'une patiente qui est présente avec nous ce soir. Elle a tenu à être avec nous ce soir. Elle a accepté en tout cas mon invitation. Elle est arrivée dans un état vraiment patiente très jeune, je ne vous dirai pas plus, hein, comme ça vous ne la reconnaîtrez pas, mais une patiente qui n'a jamais fumé. Elle arrive dans un état vraiment très difficile, altération relativement rapide de l'état général, accès un peu difficile un petit peu au diagnostic. Et puis on l'a pris dans le service, bien sûr, avec une biopsie transthoracique qui a montré adénocarcinome bronchique avec mutation ALK, de croix à l'immunohistochimie. Il fallait attendre la biologie moléculaire pour être sûr. Et puis, il y avait même une fois, elle nous a fait peur parce que vraiment, regardez la masse tumorale, il y avait pas mal de problèmes, on était inquiets pour elle. Et dès qu'on a mis en place le traitement, en 10 jours, elle a pu reprendre vraiment bon état général. Elle est rentrée chez elle, elle est en train de se reconstruire tout doucement. Et puis, je l'ai vu récemment avec un scanner de contrôle le 4 février. Et regardez, la réponse est parfois beaucoup plus spectaculaire. Et donc, avec vraiment une nette amélioration, avec une réponse presque quasi complète. Bon, on avait les chirurgiens qui nous ont aidés avec le talcage, bien sûr, hein, ça a aidé pour l'épanchement pleural, mais la masse tumorale, elle a réduit de plus de 95%. Et on est juste à moins de 2 mois de traitement. Et puis, on continue avec les patients qui n'ont pas de mutation. Depuis 2015, on n'a que le pembrolizumab, qui reste vraiment la référence. Est-ce qu'on peut faire mieux que le pembrolizumab en première ligne chez les patients métastatiques? On a cette étude chinoise, l'ivonescimab, donc qui porte vraiment un espoir dans ce cadre-là, mais on attend qu'elle soit testée dans des populations caucasiennes. Puis on finit par des nouvelles organisations. Il n'y a pas que le médicament, parfois la façon d'administrer le médicament. Vous avez cette étude qui était un peu surprise à l'ASCO, cette étude chinoise. Il a pris donc la chimiothérapie avec l'immunothérapie et il a dit, je vais faire, parce qu'on parlait beaucoup sur des études rétrospectives sur la chronologie de l'immunothérapie par rapport aux lymphocytes. Est-ce que ça marche mieux le matin, ça marche mieux l'après-midi? Donc il a fait 2 groupes tout simplement. Un groupe avant 15 heures. 15 heures, c'est la fin vraiment de l'administration de la chimiothérapie, l'immunothérapie. Et un groupe après 15 heures. Rien le fait de randomiser les patients sur ce critère, on a une différence de la survie est énorme. Moi, j'appelle ça la gueule de l'hippopotame. En tout cas, on a une différence qui peut faire envie au laboratoire. Ils aimeraient bien avoir une molécule aussi efficace. Alors que c'est la même molécule, c'est juste à quel moment on va l'administrer, on peut avoir une différence. Donc actuellement, on a tendance à privilégier l'administration de l'immunothérapie. Il faut la faire plutôt la matinée, en tout cas au plus tard avant 15 heures. Autre chose, pour faciliter la qualité de vie aux patients, l'immunothérapie, ça peut durer des années et les patients, ils ont marre de venir tous les 15 jours, toutes les 3 semaines, voir les hôpitaux, voir les médecins, voir tout le parcours. Donc, quand ils sont stabilisés, cette étude montre que le pembrolizumab en subcutané ou intraveineux, c'est la même efficacité, les mêmes caractéristiques pharmacocinétiques, pharmacodynamiques et la même safety, la même tolérance. Donc, c'est pour ça, on va en parler après avec l'HAD. On essaye il n'y a pas encore le remboursement, je pense, disponible pour le zumab en subcutané, mais l'atezolizumab est disponible. Donc, il y a au moins 3 immunothérapies qui vont bientôt disponibles en subcutané. Et peut-être déjà, on peut les faire en hôpital de jour, ça va être beaucoup plus rapide, entre 3 et 6 minutes.
et plus tard les administrer en hospitalisation à domicile, ce qui change complètement la qualité de vie. Et je termine par l'accès aux soins dans le monde. On a la chance en France d'avoir égalité normalement d'accès aux soins pour tout le monde, quel que soit notre statut social, quelle que soit notre région, alors que les médicaments coûtent très cher. En Inde, ce n'est pas le cas. En Inde, il n'y a que 3% de patients qui ont accès à l'immunothérapie. Sur 15 000 patients, il n'y a que 400 patients qui en bénéficient. C'est un pays très riche, mais avec une population très pauvre. Et pourquoi? Parce que le salaire moyen, c'est $46, alors que les produits de l'immunothérapie, c'est très très cher. Et je pense encore plus cher que chez nous, parce qu'en Europe, peut-être il y a une négociation des prix. Et puis cette étude-là, menée à Tata Memorial en Inde, 500 patients, 50% cancer de ORL et 30% cancer du poumon. Elle a montré qu'en prenant une poche d'immunothérapie et on la partage entre 12 patients, c'est-à-dire au lieu de donner 240 mg, on donne 20 mg. Et ils ont montré, on compare ça avec la chimio, c'est aussi efficace et on a une nette amélioration de la survie à 1 an et à 2 ans. Donc, faute de moyens, juste en partageant une poche pour 12 patients, on arrive à améliorer la survie. Donc, c'est une façon d'optimiser un petit peu les ressources. Et donc, ça, c'est pour rappeler aussi qu'on a la chance qu'on a en France de ne pas être obligé à aller à des choses comme ça. Et sur le plan physiopathe, ça veut dire que peut-être les doses actuelles d'immunothérapie, peut-être il y a possibilité de réduire les doses actuelles d'immunothérapie et qui vont rester efficaces. Et je termine par 2 projets qui sont complémentaires. J'invite tout de suite Gaëlle Gallieni, c'est infirmière de pratique avancée, qui m'a donné l'idée des projets et puis qui m'aide beaucoup en oncologie. Et puis on essaie de développer le projet ensemble. Et après, je vais vous présenter l'information du patient qui va accompagner ce projet et pour lequel on va aller chez les gens qui sont dans les plateaux techniques et qui participent à des parcours. Et on va les filmer et on va présenter ça aux patients pour déjà qu'ils s'approprient un petit peu ce parcours. Tu peux présenter à moi. Je suis Gaëlle Gallieni, infirmière en pratique avancée en onco thoracique. Ça fait 5 ans que je suis IPA en oncologie thoracique. Depuis peu à Mercy, puisque ça fait que 9 mois que je suis dans l'équipe de consultation d'immunologie à Mercy. Donc c'est un projet qui est en cours, qui est en réflexion. Rien n'est encore tout ficelé. On espère le présenter de façon plus concrétisée. Voilà, je vous laisse la vidéo qui va parler du projet. Je précise, parce qu'on a discuté avec Dr Longo qui nous aide aussi dans ce projet, en tant que responsable de pôle. Les délais que vous allez voir à l'intérieur, ce n'est pas un engagement ferme. On a identifié quand même, on a besoin de radiologie interventionnelle, les pauses de Pâques et la biologie moléculaire. C'est les 3 sites, c'est les 3 situations qui peuvent un peu retarder donc on travaille sur ça aussi. Le cancer du poumon représente le 3e cancer le plus fréquent chez les femmes et le 2e chez les hommes. C'est la première cause de décès par cancer chez les hommes. Dans près de 80% des cas, le cancer du poumon est lié à l'exposition au tabagisme, donc il fait partie des cancers qui pourraient être évités. Il s'agit d'un cancer de mauvais pronostic, avec une survie à 5 ans inférieure à 33%. La stratégie décennale de lutte contre les cancers 2021 à 2030 avait comme axe la lutte contre les cancers de mauvais pronostic, avec comme objectif une baisse de la mortalité des 7 cancers les plus létaux, dont le cancer bronchique fait partie. Parmi les moyens de lutte, il faut diagnostiquer au plus tôt le cancer et garantir des parcours fluides en proximité et en recours. Malheureusement, le diagnostic des cancers du poumon est fait tardivement dans 75% des cas, au stade avancé ou métastatique, avec une survie à 5 ans de moins de 20%, alors que dans les stades précoces, la survie à 5 ans est à 85%. Afin de raccourcir les délais de prise en charge et d'améliorer l'accès aux soins pour les patients présentant une suspicion de cancer bronchique, nous avons développé un projet de parcours de diagnostic rapide du cancer du poumon. L'objectif de ce parcours est un diagnostic rapide du cancer du poumon, avec une diminution des délais entre le diagnostic et le traitement, une prise en charge dès la découverte d'un nodule pulmonaire,
une amélioration de la coordination entre les services, un renforcement du lien entre la ville et l'hôpital, et un accompagnement centré sur les besoins des patients, permettant de diminuer l'anxiété liée à l'attente diagnostique et thérapeutique. Les délais sur lesquels nous pouvons nous engager sont les suivants. Moins de 7 jours entre la réception de la demande par mail ou téléphone et la première consultation pneumologique, moins de 4 semaines entre la première consultation et le diagnostic, et moins de 3 semaines entre le diagnostic et le traitement, soit une prise en charge globale de moins de 8 semaines. Ce parcours s'inspire d'expériences existantes en France, notamment à l'AP-HP avec l'hôpital Tenon, où ce type de projet a été conduit dès 2016, ainsi que d'autres parcours de diagnostic rapide comme au centre hospitalier de Bordeaux, et de la charte de prise en charge des cancers du poumon, destinée aux établissements engagés dans une prise en charge de qualité. Les acteurs impliqués comprennent des infirmières en pratique avancée ou infirmières de coordination, recevant les demandes avec le compte-rendu du scanner thoracique, un oncologue pour la première consultation et le suivi des nodules suspects, des plages dédiées pour le bilan diagnostique et d'extension en radiologie, en médecine nucléaire avec le TEP scanner, en radiologie interventionnelle pour les biopsies, en endoscopie bronchique, en chirurgie thoracique, en radiothérapie, ainsi qu'une consultation de tabacologie. Les soins de support font également partie intégrante du parcours, avec la prise en charge de la douleur, le suivi nutritionnel, l'intervention de psychologues, d'assistantes sociales et de socio-esthéticiennes. Enfin, les services de communication, les CPTS et les agences régionales de santé soutiennent la diffusion de l'information sur ce parcours. Le service qualité et les représentants des usagers participent à l'évaluation de l'impact du parcours sur l'accès aux soins, les délais et la qualité de la prise en charge dans une démarche d'amélioration continue. Donc ça, c'est la première partie. Et puis la deuxième partie, parce que ça a été déjà fait en France, pour améliorer un peu l'accompagnement pour les patients, on a fait le deuxième avec la plateforme. Lorsqu'un patient entre dans un parcours de soins complexe, il fait face à une succession d'examens, de décisions médicales et de professionnels de santé, souvent dans un contexte de stress et d'incertitude. Très souvent, le patient reçoit beaucoup d'informations, mais pas toujours au bon moment, ni dans un format facilement compréhensible. Ce manque de lisibilité du parcours de soins peut générer de l'anxiété, des incompréhensions et parfois une difficulté à s'approprier sa propre prise en charge. Pourtant, une information claire, structurée et accessible est aujourd'hui reconnue comme un levier essentiel de qualité des soins et d'adhésion thérapeutique. C'est pour répondre à ce besoin qu'est né le projet IPPS. IPPS signifie Information du patient sur son parcours de soins. IPPS est une plateforme numérique pensée pour accompagner le patient tout au long de son parcours, en lui donnant les clés pour comprendre, anticiper et mieux vivre chaque étape. Le cœur du projet IPPS repose sur un concept simple et fondamental, mon parcours de soins. L'objectif est de transformer un parcours souvent subi en un parcours lisible, structuré et compréhensible. Le patient peut visualiser les grandes étapes de sa prise en charge, comprendre le rôle de chaque examen et revenir sur les informations à son rythme. IPPS est une plateforme résolument orientée vidéo. Chaque étape du parcours de soins est expliquée à travers des vidéos pédagogiques réalisées par des professionnels de santé. La plateforme propose également des témoignages de patients, permettant de partager des expériences réelles et de favoriser l'identification et la dédramatisation. En complément des vidéos, IPPS met à disposition des ressources pédagogiques accessibles à tout moment, guides pratiques, lexique médical vulgarisé, conseils et facs. La plateforme peut être utilisée de manière autonome par le patient ou comme support pédagogique par les professionnels de santé. IPPS s'adresse avant tout aux patients, mais aussi aux équipes médicales et aux établissements de santé. Elle vise à améliorer la compréhension du parcours de soins, réduire l'anxiété et renforcer la relation soignant-soigné. Initialement développée pour l'oncologie thoracique, la plateforme IPPS a vocation à être transposable à d'autres pathologies chroniques ou complexes. IPPS, c'est une nouvelle façon de penser l'information patient, plus humaine, plus claire, plus accessible. IPPS Mon parcours de soins. Informer. Accompagner. Mieux soigner. Je
je laisse la parole au modérateur. Et, si vous voulez consulter la plateforme, elle est accessible sur l'écran qu'on a mis dans le hall.